Ici, on commence la 4e unité concernant la génétique des populations pour les classes de baccalauréat, SVT et sciences maths. Comme introduction, contrairement à la génétique mendélienne qui étudie les mécanismes de transmission des caractères entre parents et descendants connus, la génétique des populations étudie le devenir des gènes au sein d'une population naturelle définie, issue de croisements non contrôlés entre de nombreux parents. Cette discipline permet la mesure de la variabilité génétique dans et entre les populations, ce qui nous permet de retracer l'histoire évolutive des espèces, de quantifier et de décrire les changements survenus au cours de l'histoire. La génétique des populations explique les modifications observées dans le temps et l'espace. En étudiant les forces évolutives, on est capable d'expliquer, voire de prédire l'évolution. Donc, comme question, qu'est-ce que la génétique des populations? Comment étudier le devenir des gènes au sein d'une population? Comment calculer les fréquences des différents allèles? Et quels sont les facteurs qui influencent la transmission des allèles au fil des générations? C'est-à-dire comment se fait l'évolution des êtres vivants. On commence par le concept de la population et génétique des populations. Les êtres vivants vivent généralement sous forme de groupes, plus ou moins cohérents, au sein du même milieu écologique qui leur procure l'habitat et les sources de nutrition, ainsi que les conditions de reproduction et de pérennité. Ces groupes constituent ce qu'on appelle population. Au sein d'une même population, on observe une grande diversité des phénotypes. C'est la conséquence des polymorphismes génétiques. La science qui étudie ces variations au cours du temps s'appelle la génétique des populations. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une population et quelles sont ses caractéristiques? Puis, qu'est-ce que la génétique des populations et quels sont ses objectifs? Et enfin, qu'est-ce que le polymorphisme? Comme première activité, la population et sa structure génétique. Dans la nature, les êtres vivants, animaux ou végétaux, vivent en communauté avec leurs semblables dans des espaces plus ou moins vastes appelés aires de répartition géographique. Pour mettre en évidence certains caractères des populations naturelles, on propose les données suivantes. La figure 1, chez l'espèce humaine, on peut distinguer des races humaines présentant des différences corporelles nettement prononcées, déterminées dans la plupart des cas par l'hérédité, forme des nez, forme des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, l'aspect des cheveux, etc. La figure 2. Les figures suivantes présentent quelques exemples de populations naturelles. Donc elles peuvent être population des animaux ou population des végétaux. Alors que la figure 3 présente les principaux critères déterminant le concept de la population. Donc là, on a un diagramme pour expliquer le concept de la population. La figure 4 présente un modèle de la structure d'une population naturelle. Vous voyez ici un nombre d'individus d'une population qui vivent dans une aire limitée. Alors comme question, en exploitant les différents documents, définir la population naturelle et déduire ses caractéristiques. Donc avant de continuer, on attend votre réponse. Donc essayez d'arrêter la vidéo, essayez de trouver une réponse valable à ces questions. Donc comme réponse, la définition, la population est un groupe d'individus de la même espèce vivant dans une zone géographique suffisamment restreinte pour que tout membre de la population puisse se croiser avec tout autre, former un couple et de laisser des descendants. Tous les individus d'une même espèce ne sont pas forcément de la même population, s'ils ne sont pas dans la même aire de répartition. On peut déduire les caractéristiques. Donc les caractéristiques d'une population naturelle, les individus d'une population appartiennent à la même espèce,
sont semblables mais représentent des caractères différents et on parle de polymorphisme, ayant une reproduction sexuée, alternance de la méiose et la fécondation, résidant dans des limites géographiques définies dans lesquelles des croisements ont lieu, interfécondation, représente une communauté génétique constituée par l'ensemble des génotypes des individus qui la composent et on parle de pôle génétique. Le pôle génétique est la somme de tous les génotypes individuels pour chaque gène, c'est-à-dire le stock génétique total ou la composition génétique de cette population. Une population constitue une structure dynamique caractérisée par un flux des individus. Donc, lorsque je parle d'un flux des individus, c'est-à-dire il peut y avoir une entrée de nouveaux individus, c'est-à-dire naissance et migration d'individus de la même espèce dans une population, ou perte d'individus, c'est-à-dire mortalité et migration d'individus de la population vers d'autres territoires. La notion de population fait appel à des critères d'ordre spatio, temporel et génétique. Donc, critères temporels, critères génétiques et critères spatiaux. Et voyez ici que la population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent dans une aire bien déterminée et qui ont l'occasion pour se croiser. Ils sont plus ou moins proches pour se croiser et donner des descendances. Et que chaque individu est capable, bien sûr, de partir vers d'autres territoires ou, bien sûr, mourir, ce qui va diminuer le nombre d'individus et le pool génétique, ou, bien sûr, va y avoir arrivé d'autres individus ou naissance de nouveaux individus pour faire varier le pool génétique. Remarquez ici le diagramme pour expliquer les caractéristiques d'une population. Là, on a dit qu'il va y avoir un facteur génétique, un facteur écologique, un facteur géographique et un facteur biologique. Pour le génétique, c'est le pool génétique, c'est l'ensemble des gènes de chaque individu. Écologique, c'est-à-dire que les individus de la même espèce vivent dans le même biotope, c'est-à-dire le même milieu géographique, et sont en interaction entre eux. Géographique, c'est-à-dire ils vivent sur la même aire géographique pendant un temps donné. Et biologique, c'est-à-dire la possibilité d'accouplement entre les individus. C'est ça ce qu'on appelle la population. C'est ça les caractéristiques d'une population. Activité numéro 2. Le polymorphisme est caractéristique. Chez les espèces à reproduction sexuée, la diversité génétique est de règle, les individus génétiquement identiques étant des exceptions, puisque l'individu est unique. Cette diversité des génotypes est à l'origine d'une très grande variété. Cette diversité des génotypes est à l'origine d'une très grande variation des phénotypes au sein de chaque population et on parle de polymorphisme. Le polymorphisme désigne la variabilité génétique présente au sein d'une population. Une population est dite polymorphe si ces individus présentent au moins deux types de phénotypes de façon relativement fréquente, c'est-à-dire la variabilité des phénotypes existe au sein d'une population. Un gène est dit polymorphe si au moins deux de ces allèles ont une fréquence supérieure à 1%. Dans le cas contraire, le gène est dit monomorphe. Certaines de ces variations s'expriment au niveau phénotypique directement accessible à l'observation, morphologie, physiologie, comportement, etc. Mais d'autres restent cachées et leur mise en évidence nécessite l'utilisation de techniques biochimiques adaptées, variabilité des protéines ou des séquences d'ADN telles que les exemples suivants. On parle de polymorphisme morphologique. C'est le polymorphisme taille, forme, couleur, etc. Un exemple célèbre est la variation de la couleur et de l'ornementation de la coquille de l'escargot du genre Sepia. Remarquez, ce sont tous des escargots, mais ils sont différents par le décor et la couleur de leur coquille. C'est ça ce qu'on appelle le polymorphisme morphologique. On peut avoir aussi le polymorphisme des protéines. Depuis les années 1960, la variabilité des protéines est étudiée par électrophorèse, c'est-à-dire déplacement des protéines sous un champ électrique. On voit bien que les protéines ne sont pas les mêmes, ils diffèrent. Donc c'est pourquoi on parle de polymorphisme protéique.
Le polymorphisme enzymatique. La mise en évidence de différents allèles d'un même gène est possible pour les enzymes grâce à la spécificité de la réaction enzyme-substrat, visualisée par une réaction colorée. Le polymorphisme immunologique, la variabilité de certaines protéines peut être étudiée par des techniques d'immunologie classiques. Classiquement, il s'agit de mesurer la spécificité et l'affinité des réactions antigènes-anticorps. Le polymorphisme chromosomique, ce polymorphisme peut être dû soit à une variation du nombre de chromosomes, euploïdie ou aneuploïdie, soit à un changement de leur structure, délétion, duplication, inversion, translocation, etc. Là, vous avez ici le blé. Et on sait bien que le blé présente différentes variétés. Le blé dur, le blé tendre, etc. Le polymorphisme d'ADN. Les techniques issues de la biologie moléculaire permettent de rechercher des variations dans les séquences nucléotides de l'ADN. On a vu dans les cours précédents que l'ADN peut être modifié par des mutations. Donc la séquence des nucléotides peut varier, et c'est ça ce qu'on appelle le polymorphisme d'ADN, puisqu'il va donner d'autres phénotypes, et sont de plus en plus utilisés pour étudier le fonctionnement génétique des populations. Génétique des populations, définition et objectifs, ainsi que son application. Alors, comme définition, la génétique initiée par Gregor Mendel, appelée classiquement génétique mendélienne, a pour objectif de comprendre le déterminisme et la transmission des caractères par l'analyse de la descendance d'un croisement contrôlé entre individus de génotypes différents. La compréhension du déterminisme et de la transmission des caractères doit aussi étudier les individus dans leurs conditions naturelles, où ils sont génétiquement uniques et libres de se reproduire avec n'importe quel autre individu de la même espèce d'une façon aléatoire. Cette partie de la génétique qui considère les individus en interaction avec leur environnement est la génétique des populations. La figure suivante présente une comparaison simple entre la génétique formelle et la génétique des populations. La génétique mendélienne. On croise une femelle avec un mâle. On connaît le génotype de la femelle et on connaît le génotype du mâle. Le croisement, on sait déjà que lorsqu'on fait un croisement entre individus qui sont hétérozygotes, on va avoir 3 génotypes, et on sait qu'ils sont leur proportion 1 quart, 1 demi, 1 quart. Donc, la génétique mendélienne étudie la transmission des caractères héréditaires entre parents et leurs descendants. Les croisements sont considérés un à la fois et sont contrôlés par un expérimentateur, et on peut prévoir les proportions des phénotypes et des génotypes de la génération suivante. Par contre, la génétique de population, c'est un croisement entre femelles et mâles, entre femelles plusieurs et plusieurs mâles. Dans la population, ils ont bien sûr chacun un génotype donné. Et lorsqu'il y a un croisement, donc il se fait un croisement de façon aléatoire entre une femelle et un mâle. Et on ignore bien sûr quelles seront les proportions des phénotypes ou des génotypes qu'on peut avoir. Donc, on ne peut pas savoir quelles sont les proportions des différents génotypes qu'on peut avoir. C'est pourquoi que la génétique des populations étudie les proportions des génotypes au sein d'un ensemble d'individus issus de croisements non contrôlés entre de nombreux parents. C'est une application des principes de base de la génétique mendélienne, mais à l'échelle des populations. Dans une population, il y a beaucoup trop d'individus pour les étudier un par un. Pour cela, il faut admettre une approche différente de la génétique formelle, c'est l'échantillonnage de la population. En ayant recours à un échantillon, on peut faire une estimation de la fréquence des allèles, puis faire une extrapolation à la population globale. Dans un échantillon, on va regarder chaque phénotype, chaque génotype, afin de cerner les différents allèles et faire ainsi une caractérisation de la population et déterminer le pool génétique de la population étudiée. La génétique des populations est probabiliste. Grand nombre d'individus, grand nombre de générations,
un grand nombre de populations et en plus il y a des facteurs évolutifs qui agissent sur ces personnes ou sur ces individus. C'est une discipline difficile à expérimenter et nécessite souvent l'utilisation de stimulation et de modélisation et de calcul de probabilité. Alors, comme objectif, la génétique des populations étudie la variabilité génétique présente dans et entre les populations avec trois principaux objectifs. Comme premier objectif, mesurer la variabilité génétique, appelée aussi diversité génétique, par estimation des fréquences alléliques et génotypiques d'un gène ou plusieurs dans une ou plusieurs populations de la même espèce. Comprendre comment la variabilité génétique se transmet d'une génération à l'autre, comprendre comment et pourquoi la variabilité génétique évolue au fil des générations sous l'influence des forces évolutives, voire de prédire l'évolution et apparition de nouvelles espèces ou leur extinction. Alors que, comme domaine d'application, la génétique des populations trouve un intérêt en médecine, en génétique humaine, en épidémiologie des maladies génétiques, mutations et sélection, dans l'étude des effets de consanguinité, dans l'amélioration génétique animale et végétale, amélioration des plantes et des productions animales, sélection artificielle dirigée par l'homme, dans l'étude des OGM, dissémination impact par l'environnement. À la différence de la génétique mendélienne, la génétique des populations étudie les populations des génotypes au sein d'un ensemble d'individus issus de croisements non contrôlés entre de nombreux parents, c'est-à-dire les populations. C'est donc une application des principes de base de la génétique mendélienne à l'échelle des populations. Donc pour comprendre la génétique des populations, il faut faire bien sûr des applications. Alors, comme conclusion, la population naturelle est un ensemble d'individus de la même espèce vivant en même temps dans la même aire géographique et caractérisée par son pool génétique, non statique, mais dynamique sous l'influence des forces d'évolution. La science qui étudie les variations du pool génétique est bien sûr la génétique des populations. Maintenant, on va passer à un autre problème, mesure de la diversité génétique dans une population naturelle. La génétique des populations est une branche de la génétique née en 1920 et élaborée dans les années 30 par des mathématiciens et des biologistes, Wright, Fisher, etc., qui ont appliqué des bases mathématiques à l'hérédité mendélienne. La diversité génétique d'une population est appréhendée par sa constitution génétique. Celle-ci est définie par trois paramètres: le nombre d'allèles différents, les fréquences de chacun des allèles, les fréquences des différents génotypes. Donc la génétique des populations a pour objectif l'étude de la fréquence des gènes et des génotypes et des facteurs susceptibles de les modifier au cours des générations suivantes. C'est pourquoi on pose la question: comment on calcule les fréquences alléliques et génotypiques d'une population naturelle? La détermination des fréquences génotypiques et alléliques est beaucoup plus complexe et dépend de deux facteurs: caractères considérés, autosomiques ou gonosomiques liés au sexe, et de la force des différentes formes alléliques des gènes qui contrôlent ce caractère, codominance, dominance et récessivité. Donc vous voyez bien que dans chaque cas, on doit savoir si le gène étudié ou les allèles étudiés sont portés par des autosomes ou par des gonosomes, c'est-à-dire liés au sexe, et savoir bien sûr s'ils sont dominants, récessifs ou codominants. Donc on applique ce qu'on a vu dans la génétique mendélienne, dans la génétique des populations. Cas de codominance. Gène autosomal. La codominance désigne une relation équilibrée entre les deux allèles, qui leur permet de s'exprimer simultanément pour générer un phénotype intermédiaire. Individu hétérozygote par rapport au phénotype obtenu
avec des allèles identiques. C'est l'individu homozygote. Par exemple, le caractère groupe sanguin Mn chez l'homme est gouverné par un gène à deux allèles qui sont M et N, autosomiques et codominants. C'est-à-dire ils sont portés par un autosome et ils sont codominants, c'est pourquoi on les écrit en majuscule. Trois phénotypes sont possibles, le phénotype M, le phénotype Mn et le phénotype N, correspondant respectivement aux trois génotypes MM pour M, Mn pour Mn, Nn pour N. C'est-à-dire que le M et le N sont homozygotes alors que Mn est hétérozygote. La composition phénotypique de la population correspond alors à sa composition génotypique. Si on appelle N1 c'est-à-dire le nombre des individus qui ont le phénotype grand M, N2 le nombre des individus qui ont le groupe sanguin Mn, le nombre N3 c'est-à-dire le nombre des individus ayant le phénotype N. Le nombre d'individus présentant les phénotypes étudiés est soit Nt, c'est-à-dire le nombre total de ces trois individus. L'effectif total de la population Nt est égal, comme question. À partir de vos connaissances et de ces données, calculez la fréquence des phénotypes et des génotypes. Déterminez la fréquence des allèles. Que peut-on déduire? Donc, comme d'habitude, arrêtez la vidéo et essayez de répondre, puis redémarrez-la pour corriger. Alors, si on répond à la première question. Donc, la fréquence d'un phénotype dans une population est égale au nombre d'individus porteurs de ce phénotype sur le nombre total d'individus. C'est-à-dire la fréquence a une formule bien déterminée. Le nombre d'individus de phénotype qu'on veut étudier sur l'ensemble des individus de la population. Dans le cas d'un gène autosomique avec codominance, chaque phénotype est associé uniquement à un seul génotype et réciproquement. Puisque ces deux-là sont homozygotes, donc c'est NN, MN, MM. Par contre, celui-là est hétérozygote, donc il sera MN. Donc le nombre des individus ou le nombre des phénotypes, c'est le nombre des génotypes. Donc les fréquences génotypiques seront égales aux fréquences phénotypiques. Ainsi, si une population renferme NT individus, c'est-à-dire un nombre total d'individus, on peut calculer facilement les fréquences des différents phénotypes et génotypes rencontrés. Donc voilà les formules qu'on peut utiliser. Les phénotypes M, Mn, N, les génotypes MM, Mn, Nn, mais le nombre d'individus est le même. Donc la fréquence du phénotype M est égale au nombre d'individus portant le groupe sanguin gros M sur le nombre total, ainsi pour le Mn et le M, ainsi pour le génotype MM, Mn et Nn. Seulement, on peut représenter la fréquence génotypique avec un grand D, un grand H ou un grand R. Un grand D indiquant le dominant, le R indiquant le récessif et le H indiquant le hétérozygote. Donc la fréquence génotypique des individus hétérozygotes, on la représente avec un H. Et les deux autres, puisqu'ils sont codominants, si on donne des dominants à celui-là ou à celui-là, c'est la même chose. Déterminer la fréquence des allèles. Là, on a déterminé la fréquence génotypique et phénotypique. Maintenant, on va voir la fréquence des allèles. La fréquence d'un allèle dans une population est égale au le nombre de ce type d'allèle sur le nombre total des allèles. Puisqu'on a des individus qui sont diploïdes, donc ils ont chacun a deux allèles. Si on a 100 personnes, donc le nombre d'allèles sera 200. Donc on doit multiplier par 2. Le nombre total d'allèles dans une population diploïde. Chaque individu est porteur de deux allèles, soit différents, hétérozygotes, soit deux fois le même allèle pour le homozygote. Donc le nombre total d'allèles présents dans une population est donc deux fois le nombre total d'individus qu'on a. Pour l'allèle grand M, chaque individu homozygote MM est porteur de deux allèles. Chaque individu hétérozygote Mn est porteur d'un seul allèle qui est grand M. Chaque individu homozygote Mn ne porte aucun allèle M. Donc le nombre total de l'allèle M dans la population est deux fois le nombre 1, c'est-à-dire de MM,
plus une seule fois le nombre de mn, ou n, le nombre de n1 plus 1 demi de n2. La même chose pour l'allèle n. Donc là, c'est le nombre total. Maintenant, pour les fréquences. Si on a les méthodes de comptage, on a deux méthodes, bien sûr, pour calculer la fréquence allélique. Soit par la méthode de comptage, c'est-à-dire on doit compter, soit par la méthode probabiliste. Alors, si on voit la méthode de comptage, les fréquences des allèles m et n sont par conséquent les suivants. La fréquence de l'allèle m, f de m, remarquez, si on traite avec le phénotype, on met des crochets. Si on traite le génotype, on met les slash entre les lettres. Alors qu'on a ici, pour l'allèle, on le met entre parenthèses. On donne la fréquence P, une valeur, la fréquence P, à cette fréquence de M, est égale à la somme des allèles sur la somme totale des allèles de la population. Et il faut que P plus Q, c'est-à-dire la fréquence de M et la fréquence de N, soient égales à 1. Donc la valeur de P ou de Q est toujours comprise entre 0 et 1. Selon la méthode probabiliste, on peut calculer les fréquences alléliques à partir des fréquences génotypiques, en utilisant les rapports suivants. On a vu ici on a vu dans la première question que le génotype, la fréquence génotypique, porte des valeurs D, H ou R. Donc, la fréquence de M est égale à P, est égale à quoi? La fréquence des génotypes MM plus 1 demi la fréquence de MN. La fréquence des génotypes MM est D, alors que la fréquence du phénotype hétérozygote est H. Donc on va avoir D plus 1 demi sur 1 demi H. De même pour l'allèle N. Donc on peut calculer la fréquence allélique par deux méthodes. Soit à partir des données numériques, les nombres des individus qu'on peut avoir, ou à partir de la fréquence génotypique. Que peut-on déduire? Dans le cas de gènes autosomal à deux allèles codominants, il est facile de calculer les fréquences alléliques et génotypiques à partir des fréquences phénotypiques, car les génotypes comme phénotypes sont facilement repérables. Cas de dominance autosomale. Considérons une population polymorphe pour un caractère donné. L'allèle dominant G déterminant la coloration grise du corps d'un animal et l'allèle B récessif déterminant la couleur blanche. Dans une population de NT, c'est-à-dire le nombre total d'individus, dont le nombre NG ont le corps gris et NB ont le corps blanc. C'est-à-dire le nombre d'individus qui ont un corps gris et le nombre d'individus qui ont un corps blanc. Comme question, calculer la fréquence phénotypique. Peut-on calculer les fréquences génotypiques et alléliques et que peut-on déduire? Donc comme toujours, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, trouver des réponses, appliquer les formules mathématiques que vous avez étudiées. Alors, si on répond, donc puisque les phénotypes sont directement accessibles à l'observation, on a des animaux ou des êtres vivants gris, d'autres ils sont blancs, et on a leur nombre, donc ils sont accessibles à l'observation. Les fréquences phénotypiques peuvent être calculées à partir d'un échantillon d'individus tirés aléatoirement dans une population. Donc, calcul des fréquences phénotypiques dans cette population pour le caractère couleur sont fréquence des génotypes gris f de g est égal au nombre des animaux gris sur le nombre total. La fréquence des phénotypes blancs, le nombre d'individus blancs sur le nombre total. Donc c'est facile à faire. Seulement il faut avoir le nombre d'individus. Peut-on calculer les fréquences génotypiques? Alors, l'estimation directe des fréquences alléliques est impossible, car on ne peut pas estimer indépendamment les trois fréquences génotypiques. On a vu dans le cas de Mendel, dans le cas de la dominance, on a bien sûr deux phénotypes pour trois génotypes. Le phénotype récessif est connu, petit a, alors que le phénotype dominant peut avoir deux phénotypes, soit grand A
soit grand A, petit a. Donc, dans notre cas, on ne peut pas estimer le nombre des individus qui ont grand A, ou le nombre d'individus qui ont petit a, petit a. Les génotypes grand G et grand G petit b correspondent au phénotype gris et le génotype BB au phénotype blanc. Les fréquences phénotypiques permettent alors uniquement de connaître la fréquence des génotypes BB, c'est-à-dire la fréquence des phénotypes B ou génotype BB, puisque parmi les individus gris, on ne peut pas distinguer les génotypes GG des génotypes grand G B, d'où la difficulté de calculer la fréquence des génotypes grand G et grand G petit b. De même, la fréquence des allèles grand G et petit b ne peut être calculée également. Dans ce cas, on ne peut que calculer la fréquence des génotypes BB qui est égale à f de b est égal à f, c'est-à-dire f de l'allèle petit b est égal à f de bb, c'est-à-dire le génotype. On ne peut que calculer la fréquence du génotype BB qui est égale à f de BB est égal à f de B comme phénotype. On ne peut pas calculer les fréquences des génotypes GG et grand GB puisqu'ils déterminent tous deux le même phénotype gris. Remarquez ici, le phénotype qu'on a, on a deux phénotypes, grand G et petit b. Comme fréquence, on peut avoir la fréquence de grand G, c'est le nombre de G sur le nombre total, et la fréquence de B, c'est le nombre de petit b sur le nombre total. Ça, c'est facile à faire. Mais si on va chercher les fréquences génotypiques, pour le petit b, on a seulement BB. Donc, on peut calculer sa fréquence génotypique à partir de la fréquence phénotypique. Par contre, on ne peut pas calculer la fréquence allélique, puisqu'on ne connaît pas quel est le nombre de l'allèle blanc chez l'hétérozygote. Pour les phénotypes grand G, on a deux cas, soit grand G, soit grand G petit b. Or, ne connaissons pas le nombre exact de grand G et grand G petit b, donc on ne peut pas calculer la fréquence allélique grand G. Donc ça pose un problème. On déduit donc que la détermination des fréquences génotypiques et alléliques est beaucoup plus complexe et dépend du caractère considéré autosomique ou lié au sexe, codominance, dominance et récessivité. Dans ce cas, seules les fréquences phénotypiques peuvent être estimées ainsi que les fréquences des génotypes homozygotes récessifs petit b. Et il est impossible d'en déduire les fréquences génotypiques pour les phénotypes dominants présentant plusieurs possibilités génotypiques, grand G et grand G petit b. Les fréquences des allèles, grand G et petit b, ne peuvent également pas être calculées. Donc, c'est un problème qui se pose. Dans une population naturelle, on peut déterminer les fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques dans le cas de gènes autosomales dits alléliques codominants, car les proportions des phénotypes et des génotypes sont égales et sont repérables. Par contre, dans le cas de gènes autosomales dialléliques avec dominance, la détermination des fréquences génotypiques et alléliques devient difficile car le phénotype dominant présente deux phénotypes non repérables différenciables, c'est-à-dire non différenciables. Ce problème qu'on a ici, des chercheurs ont essayé de trouver une réponse ou une solution. Et c'est pour ça qu'on va voir les lois de Hardy-Weinberg et comment calculer les fréquences dans une population qu'on appelle population idéale. Dans certains cas, on ne peut ni estimer ni suivre l'évolution des fréquences alléliques et génotypiques, comme le cas de gènes dominants. Hardy, mathématicien anglais, et Weinberg, médecin allemand, ont mis en évidence une expression mathématique qu'ils ont appelée loi de Hardy et Weinberg, qui permet de contourner les difficultés et décrit les relations entre les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques, ce qui permet l'estimation de la fréquence des hétérozygotes et de résoudre ce problème en considérant la population comme théorique ou idéale.
Donc, comme question, qu'est-ce qu'une population idéale? Quelle est cette loi de Hardy-Weinberg? Et comment peut-on appliquer cette loi et dans quelles conditions? Si on commence par définir une population idéale. Donc, la population théorique ou idéale, proposée en 1908, indépendamment par le mathématicien anglais Hardy et le médecin allemand Weinberg, la loi de Hardy-Weinberg se définit comme suit. Dans une population diploïde idéale de dimension infinie, où les unions se font au hasard, ce qu'on appelle la panmixie, où il n'existe ni migration ni sélection contre un phénotype particulier et où le taux de mutation est constant. Les proportions des différents génotypes restent constantes d'une génération à l'autre. De plus, les fréquences génotypiques ne dépendent que des fréquences alléliques. C'est-à-dire qu'en passant d'une génération à une autre, la fréquence allélique et génotypique ne change pas. D'après le texte, donner une définition de la population idéale et ses caractéristiques, puis définir la loi de Hardy-Weinberg. Une population théorique idéale est un modèle très simple et très peu réaliste qui présente des caractéristiques permettant de simplifier les calculs et les raisonnements qui doivent remplir les conditions suivantes. Population d'effectifs infiniment grands pour minimiser les variations d'échantillonnage. Population d'organismes diploïdes à reproduction sexuée et à méiose normale. Un individu A petit a produira toujours 50% de gamètes grand A et 50% de gamètes petit a. La population à génération non chevauchante, c'est-à-dire aucun croisement entre individus de générations différentes. C'est-à-dire que les individus de la même génération vont se marier, vont se croiser, et non pas entre des générations différentes, c'est-à-dire génération 1 ou 2 ou 3 ou 4. Population à système, absence de migration, population close génétiquement. Absence de sélection, tous les individus, quel que soit leur génotype, ont la même capacité à se reproduire et à engendrer une descendance viable. Absence de mutation, c'est-à-dire pas de changement d'un état allélique vers un autre, c'est-à-dire A devient petit a ou petit a devient gros A. La population à système de reproduction panmictique, c'est-à-dire la panmixie, cette hypothèse suppose deux notions fondamentales. La panmixie, c'est-à-dire les individus ne choisissent pas leur partenaire sexuel, ni en fonction de leur génotype, ni en fonction de leur phénotype. Croisement se fait au hasard. La pangamie, c'est la rencontre aléatoire des gamètes qui, bien sûr, elle aussi se fait de façon aléatoire ou au hasard. Qu'est-ce que c'est la loi de Hardy-Weinberg? Alors, la loi de Hardy-Weinberg stipule que les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques, c'est-à-dire la structure génétique des populations, restent stables, restent constantes, de génération en génération. Et on dit que la population est à l'équilibre. L'équilibre de Hardy-Weinberg est le modèle théorique central de la génétique des populations. Dans ces conditions, la diversité génétique de la population se maintient et doit tendre vers un équilibre stable de la distribution génotypique. Donc, en résumé, la loi de Hardy-Weinberg stipule que les fréquences génotypiques ou alléliques ne changent pas d'une génération à une autre. Elle doit rester constante. Démonstration de cette loi. La loi Hardy-Weinberg énonce que les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques restent stables de génération en génération. En respectant ces conditions d'une population idéale, on peut démontrer algébriquement que la fréquence allélique P et Q et les fréquences génotypiques P carré, 2PQ et Q carré resteront constantes de génération en génération. Alors que la figure 2, c'est la figure 1, alors que la figure 2 montre la correspondance entre la fréquence allélique Q de A et les fréquences génotypiques dans le cas des deux allèles en régime panmictique. Comme question, supposons que la taille de la population théorique est égale à nt, et considérons un locus, c'est-à-dire un gène à deux allèles, grand A et petit a, possédant respectivement des fréquences P et Q à la génération G0. Quelles seront
les fréquences allyliques et les fréquences des différents génotypes grand A et grand A petit a à la génération G0 et à la génération suivante G1. Puis complétez les données du tableau pour confirmer votre réponse. À partir de la figure numéro 2, déterminez les différences des différents génotypes lorsque P est égal à Q et que peut-on déduire? Donc comme réponse, soit une population théorique idéale renfermant un gène à deux allèles grand A petit a dont les fréquences sont appelées respectivement P et Q. C'est-à-dire la fréquence de grand A est P, la fréquence de petit a est Q. Donc les fréquences génotypiques F de grand A et grand D, F de grand A petit a grand H, F de petit a grand R, comme on a vu précédemment. Alors que la fréquence de petit a, enfin la fréquence de F, la fréquence de A, grand A, est égale à P, donc est égale à F de AA plus 1 demi de F grand A petit a, donc D plus 1 demi H. De même pour le F de petit a, R plus 1 demi H. Et que la somme de P et Q est égale toujours à 1. Les individus de la génération suivante, G1, sont issus du croisement aléatoire entre les individus de la génération G0. Ainsi, les mâles de cette génération G0 produisent P spermatozoïdes porteurs de l'allèle grand A et Q, spermatozoïdes porteurs de l'allèle petit a. Les femelles produisent P ovules porteurs de A et Q ovules porteurs de petit a. Donc l'échiquier qu'on peut faire ou qu'on peut réaliser, le voilà. On a donc les gamètes grand A petit a et les gamètes grand A petit b concernant grand A petit a, grand A petit a. Donc concernant les gamètes, concernant les mâles et femelles, avec les fréquences P et Q pour chacun. Donc lorsqu'on grand A avec grand A, le AA, donc P fois P comme fréquence, on va donner P carré. Et on va voir ici, pour F de AA, c'est P carré, F de petit a, F de petit a, c'est Q carré, et F de A, grand A petit a, c'est 2 fois PQ. Donc voilà. Donc la fréquence génotypique, donc F de AA c'est P carré, F de A petit a c'est 2PQ, F de petit a c'est Q carré. On constate que ces fréquences sont le développement de l'identité remarquable P plus Q au carré est égal à P carré plus 2PQ plus Q carré. Alors que la fréquence phénotypique F de A est égale, donc F de AA et F de petit a comme génotype, ça c'est l'ensemble représente la fréquence phénotypique, donc ça sera la somme de P carré plus 2PQ. Alors que petit a n'a qu'un seul phénotype, c'est le phénotype petit a, donc sera Q carré. Les fréquences allyliques maintenant, en G1, c'est-à-dire la génération suivante, seront calculées à partir des fréquences génotypiques. Donc F de A est égal à P1, c'est-à-dire P1 c'est la fréquence P, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle à la génération 1. On l'a nommé P1, est égal à F de AA plus 1 demi de F de grand A petit a. Donc F de AA c'est P carré plus 2PQ, c'est-à-dire 1 demi de PQ, est égal à P carré plus PQ, est égal P extérieur, entre parenthèses on met plus Q, puisque P plus Q est égal à 1, donc ceci est égal à 1, donc P est égal à P1, ce qui veut dire que la P, la fréquence de l'allèle A, P, reste constante, que P1 est égal à P. De même pour le Q1 avec Q. On déduit qu'il n'y a pas de modification de fréquence allylique à la génération G1 et ne change pas par rapport à la génération précédente. La figure montre la correspondance entre la fréquence allylique Q de A et les fréquences génotypiques dans le cas de deux allèles en régime panmictique. Lorsque P est égal à Q, on a 0,50. C'est-à-dire lorsque P est égal à Q, la valeur correspondante correspond à 0,5. La fréquence maximale des hétérozygotes H est alors atteinte et H est égal à 2PQ. La fréquence des homozygotes F de AA est égale à 1 quart de F de AA est égale à 1 quart de l'hétérozygote F de grand A petit a, c'est-à-dire 1 demi. La fréquence des homozygotes F de AA est égale à 1 quart, F de petit a est égal à 1 quart,
c'est-à-dire les homozygotes, alors que l'hétérozygote f de AA est égal à 1,5. Ici, le AA, c'est 0,5, donc 1,5. Alors que pour les fréquences de f de AA et de petit a, c'est 0,25, donc 1 quart. Ce qui rappelle la loi de Mendel. Quand la fréquence de l'allèle est comprise entre 1 tiers et 2 tiers, la majorité des individus sont hétérozygotes. Dans une population théorique qui satisfait toutes les conditions dont l'effectif est infini très grand, panmictique, c'est-à-dire mariage au hasard, en l'absence de mutation et de sélection, les fréquences alléliques et génotypiques restent stables de génération en génération. On dit que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Et c'est seulement dans ce cas qu'on peut prédire exactement, c'est-à-dire calculer, les fréquences génotypiques à partir des fréquences alléliques de la population. Et que la fréquence de génotype est le développement de l'identité remarquable P plus Q au carré, sachant que P et Q étant les fréquences alléliques. Alors, appliquons cette loi de Hardy-Weinberg. Pour l'appliquer, on doit voir différents cas. Dans le cas où le gène est porté sur un autosome, et bien sûr on voit dans le cas de codominance, dans le cas de dominance et dans le cas de polyallélie, c'est-à-dire deux allèles, on va étudier plus que deux allèles. L'activité 2, c'est-à-dire on va voir le cas de gène qui est lié au chromosome sexuel. Alors si on commence par l'activité numéro 1, cas de gène autosomal, et bien sûr lié, et bien sûr cas de codominance, qui est plus simple à étudier. Alors, comme exercice, l'étude d'un échantillon de 1000 individus a permis d'estimer la composition génétique d'une population pour le caractère groupe sanguin Mn chez l'homme. On voit ici le phénotype M, phénotype Mn et le phénotype N. Et là, on a le nombre N1 est égal à 350, 500 et 150. Donc, le total sera 1000. Voilà, le nombre total est égal à 1000. Donc, on vous demande de calculer la fréquence phénotypique. Sachant que les génotypes, les voilà, calculer la fréquence génotypique. Sachant que les allèles qu'on a, les voilà, calculer la fréquence des allèles. Et bien sûr, on est dans le cas de codominant. Et on a dit que dans le cas de codominant, c'est plus facile à faire. Donc, comme question, en se basant sur vos connaissances et acquis, complétez le tableau ci-dessus. Comme d'habitude, je vous laisse le temps pour réfléchir et répondre aux questions. Et on continue après. Allez, on répond. Dans le cas de la codominance, entre allèles, on a 3 phénotypes correspondant à 3 génotypes connus. Dans ce cas, le calcul des fréquences est facile et direct, car tous les génotypes des différents phénotypes sont connus et les allèles sont repérables, soit deux allèles M et N codominants. Les fréquences des génotypes F génotypes sont appelées D, H et R, avec D plus H plus R est égal à 1. Les fréquences des allèles F, c'est-à-dire les allèles, sont nommées P et Q, avec P plus Q est égal à 1. Donc, comme génotype MM, l'effectif, c'est-à-dire le nombre total, et la fréquence, la voilà, et la fréquence allélique, la voilà. Donc tout ça, on l'a vu dernièrement. Donc seulement, il y a application dans cet exercice. Alors, ce qu'on a ici comme données, on peut. Donc, vous voyez ici l'application numérique. Donc, f de m, c'est-à-dire la fréquence des phénotypes m, donc 350 sur 1000, c'est 0,35. Pour mn, 500 sur 1000, 0,5. F de n, 150 sur 1000, 0,15.
Donc si on fait la somme de ces trois valeurs, D, H et D, bien sûr, si on fait la somme de ces trois valeurs, on va bien sûr avoir 1. De même pour le génotype, puisque la fréquence des phénotypes est égale à la fréquence des génotypes. Maintenant pour les allèles. Les allèles, on a seulement N et M, non pas Mn. Donc on a N et M. Pour N, on a cette fréquence 0,15 plus 1 demi de cette fréquence. Ça veut dire R plus 1 demi H. Donc R plus 1 demi H, ça va donner 0,4. On fait bien sûr les calculs numériques. Ainsi pour la fréquence de M. Donc dans le cas de l'allèle diallylique, c'est-à-dire 2 allèles et avec codominance, les calculs sont très faciles à faire. Maintenant, caractère dominant, autosomique et diallylique. Vous vous rappelez, on a trouvé un problème dans le cas de caractère dominant. Maintenant, on va voir dans le cas où on applique la loi de Hardy-Weinberg. Soit un gène autosomique représenté par deux allèles grand A et petit a avec les fréquences respectives P et Q. Lorsque un caractère est dû à un gène à deux allèles A et petit a avec grand A totalement dominant sur A, seuls deux phénotypes peuvent être distingués dans la population. Le phénotype grand A correspondant à la somme des génotypes grand A et grand A petit a, le phénotype petit a correspondant seulement au génotype petit a. Dans ce cas, le calcul des fréquences alléliques et génotypiques était impossible, car on ignorait l'effectif respectif des génotypes grand A et grand A petit a qui ont le même phénotype. En se basant sur le modèle de Hardy-Weinberg, complétez le tableau suivant et que peut-on déduire? Donc voilà le tableau. On a le phénotype petit a, le phénotype grand A. Les génotypes de ces individus, vous devez bien sûr les écrire. Leur effectif, le voilà, on le connaît. Et là, on vous demande de compléter le tableau en calculant les fréquences génotypiques, phénotypiques et alléliques. Donc, je vous laisse le temps pour essayer de remplir ce tableau et on se voit après. Alors, remarquez ici. Pour petit a, on a seulement petit a comme génotype. Et on connaît leur effectif. Donc la fréquence génotypique, c'est facile. F de AA est égal à Q carré. La fréquence phénotypique, F de A est égal au nombre total des individus petit a sur le nombre total de la population. Ceci, bien sûr, est égal à la fréquence génotypique, c'est-à-dire que la fréquence phénotypique est égale à la fréquence génotypique. Et comme ça, la fréquence allélique f de a est égale à racine carrée de q carré. Puisque f de a est égal à q carré, donc f de a est égal à racine carrée de q carré. Donc est égal à q. Pour le phénotype grand A, on a deux génotypes. Et on a seulement un seul effectif, qui est de grand A. Donc, la fréquence phénotypique, c'est facile à calculer. Le nombre total des grands A sur le nombre total des individus. Mais en appliquant la loi de Hardy-Weinberg, on sait que grand A petit a comme fréquence de PQ et grand A a comme fréquence P carré. Et ces deux-là correspondent bien sûr à la fréquence de N de grand A. Donc la fréquence de grand A est égale à P carré plus de PQ. Et la fréquence de allélique, puisqu'ici on a su comment calculer la fréquence de Q, et on sait que Q plus 1 est égal, Q plus P est égal à 1, donc la fréquence de grand A est égale à P est égale à 1 moins Q. L'estimation directe des fréquences alléliques étant impossible, car on ne peut pas estimer indépendamment les trois fréquences génotypiques. C'est alors que le modèle de Hardy-Weinberg présente la grande utilité de fournir le moyen indirect d'une telle estimation. En effet, on a f de B, la fréquence de phénotypique de B, c'est-à-dire f de BB est égal à Q carré, et que d'où Q est égal à racine carrée de Q. Donc f de B est égal à Q. Et on tire évidemment
P à partir de la formule P plus Q est égal à 1. Connaissant P et Q, on peut en déduire par le calcul les valeurs des fréquences génotypiques. Le modèle de Hardy-Weinberg permet donc de donner une estimation de ces fréquences à partir de la fréquence du phénotype homozygote récessif, qui est égal à Q carré, si la population est à l'équilibre puisque F de A est égal à F de AA. Donc la racine carrée de la fréquence des homozygotes récessifs, Q carré, donne la fréquence Q de l'allèle récessif. La fréquence P de l'allèle dominant est obtenue par la différence A1, c'est-à-dire 1 moins Q est égal à P. Et parmi les individus des phénotypes gros A, la fréquence des homozygotes AA, donc F de AA est égal à P carré, et la fréquence des hétérozygotes gros A petit a est égale à 2PQ. Donc connaissant P et Q, on peut bien sûr déterminer la fréquence génotypique. Dans le cas de gènes autosomales polyalléliques, c'est-à-dire, on va traiter maintenant un caractère contrôlé par 3 allèles. La loi de Hardy-Weinberg est aussi valable pour les gènes à plus de 2 allèles polyalléliques. L'équilibre correspond alors à l'association aléatoire des différents allèles 2 à 2 pour former les différents génotypes possibles dont la fréquence restera stable au cours des générations. Le système ABO comporte 3 allèles, A, B et O. Sachant que A, B étant dominant sur O, qui est récessif, nous observons donc 4 phénotypes possibles et 6 génotypes, soit P, Q et R, les fréquences géniques respectives des allèles A, B et O. F de A est égal à B à P, F de B est égal à Q et F de O est égal à R. Et on sait bien sûr que P plus Q plus R est égal à 1. Comme question, complétez les données du tableau 1. En appliquant la loi de Hardy-Weinberg, déterminer les fréquences génotypiques et phénotypiques dans le tableau numéro 2. Estimer les fréquences alléliques. Donc voilà le tableau 1. Voilà les données que vous avez ici. Vous avez pas mal d'informations jusqu'à maintenant. Donc essayez de remplir ce tableau. Tout seul bien sûr. Bon. Si on complète le tableau ensemble. On a ici les gamètes du mâle, les gamètes de la femelle. La rencontre des gamètes va donner ici grand A. Et bien sûr, P avec P va donner P carré. Donc grand A, P carré. Grand A, grand B, PQ. Grand A, grand O, PR. Et ainsi de suite. Et on va avoir les fréquences génotypiques. Grand A, c'est P carré. Grand B, c'est Q carré. Petit O, c'est R carré. Si on cherche le AO, PR, donc on a 2 PR, etc. Donc, F de AA égale P carré, F de BB Q carré, F de OO R carré, F de AO 2 PR, F de BO 2 QR, F de AB 2 PQ. Et on sait que la somme des fréquences génotypiques doit être égale à 1. Et que P carré plus Q carré plus R carré plus 2PQ plus 2PR plus 2QR est égal à P plus Q plus R le tout au carré. Si on détermine les fréquences génotypiques et phénotypiques. Alors, on se base sur ce tableau pour compléter celui-là. F de A, comme phénotype, qu'est-ce qu'elle a comme génotype? Il peut avoir grand A, O grand A, O. Pour grand A, on a P carré comme fréquence génotypique. Et que pour la fréquence de AO, on peut avoir PR. 2 PR. A, O, 2 PR. Et les fréquences phénotypiques. De même pour les autres catégories au phénotype. Alors, remarquez ici. Grand A, on a grand A. Comme fréquence, on a P carré et FAO, on a 2 PR. Donc, la fréquence phénotypique, c'est la somme des deux fréquences génotypiques qu'on a ici. C'est-à-dire là. De même pour B. De même pour A. Alors, A, B, on a seulement un seul phénotype
pour un seul génotype, donc est égal à 2PQ, donc F de AB est égal à 2PQ. Donc, dans le cas de codominance, la fréquence phénotypique est égale à la fréquence génotypique. Pour le cas de la fréquence de l'individu qui est récessif, OO, F de O, donc c'est OO, la fréquence OO est R carré, F de le phénotype O est toujours R carré, donc la fréquence des phénotypes est égale à la fréquence du génotype. Estimer les fréquences allyliques. Donc, pose la question 2B, calcul des fréquences allyliques. On sait que F de A, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle A est égale à P, la fréquence de B est égale à Q et la fréquence de O est égale à R. On sait que la fréquence des phénotypes est égale à la fréquence des génotypes AA plus phénotype AO, c'est-à-dire est égale à P carré plus 2PR. Et que F de O, c'est-à-dire comme phénotype, est égal à la fréquence des génotypes est égale à R carré. Donc F de O comme allèle est égal à R, est égal à la racine carrée de F de O. Donc la racine carrée de F de OO. Par ailleurs, F de A plus F de O, c'est-à-dire la fréquence des phénotypes A plus phénotype O, est égal à F de AA plus F de AO pour A, et F de OO pour O, égal à P carré plus 2PR plus R. Donc est égal à P plus R, le tout au carré. Donc F de A plus F de O est égal à P carré plus 2PR plus R carré est égal à P plus R, le tout au carré. Donc P plus R est égal à la racine carrée de F de A plus F de O. D'où P est égal à l'ensemble racine carrée de F de A plus F de O moins R. Et ainsi, F de A, c'est-à-dire la fréquence allylique A, est égal à P, est égal à la racine carrée de F de A plus F de O moins R. Connaissons la valeur de R, qui est la racine carrée. Voilà, R, c'est la racine carrée. Connaissons sa valeur. Connaissons la valeur de A, la fréquence de A, c'est-à-dire P. On peut déduire la valeur de Q, c'est-à-dire la fréquence de B à partir de la formule P plus Q plus R est égal à 1. Donc F de B est égal à Q est égal à 1 moins l'ensemble de P plus R. Maintenant, on va voir notre cas qui est lié au sexe, c'est-à-dire un gène hétérosomal ou un gène gonosomal. Prenons le cas des espèces dont les femelles sont homogamétiques, XX, et les mâles sont XY. Dans une population équilibrée, on considère un gène à deux allèles, grand A et petit a, portés par le chromosome sexuel X et de fréquences respectives P et Q. Déterminer les fréquences phénotypiques, génotypiques et allyliques dans les cas suivants. Les fréquences allyliques chez les deux sexes sont égales, PM, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle A, par exemple grand A, est égale à PM masculin, est égal à PF, c'est-à-dire féminin, est égal à P, et que QM masculin est égal à QF féminin est égal à Q. Si les fréquences allyliques sont différentes, PM est différente de PF et QM est différente de QF. Si les effectifs des deux sexes sont inégaux, c'est-à-dire l'effectif, le nombre d'individus femelles et mâles sont inégaux, non pas 50-50, mais par exemple 60-40. Complétez le tableau suivant et déduire. Donc commençons par la première question, mais je peux vous laisser un peu de temps pour réfléchir un peu, trouver des solutions et après on continue. Alors comme première question, prenons le cas si les fréquences allyliques chez les deux sexes sont égales. PM est égal à PF et QM est égal à QF. Donc on va parler seulement de P et Q. PM étant la fréquence de l'allèle A chez les mâles, QM étant la fréquence de l'allèle petit a chez les mâles, alors que PF et QF sont les fréquences des allèles A et petit a chez les femelles. Les fréquences génotypiques pour une population à l'équilibre seront donc. Or, on sait que pour le mâle, il peut donner trois types de gamètes, grand A, enfin X grand A, X petit a ou Y. Or, le gène qu'on peut étudier est transporté par X, donc on peut avoir ici un P et là un Q, alors que pour Y, il n'y a rien. La femelle aussi va donner deux types de gamètes, X grand A, X petit a, de fréquence petit p, petit q.
Et lorsqu'on fait la rencontre des gamètes, on va avoir bien sûr XA de fréquence P carré, XA, X grand A de fréquence PQ, XAY de fréquence P, puisque ici on n'a pas de fréquence. De même pour l'autre cas. Pour les femelles donc, on peut avoir XA de fréquence P carré, XA X petit a de fréquence 2PQ et X petit a de fréquence Q carré. Alors que pour le mâle, il n'a qu'un seul allèle, X grand A est égal de fréquence Y et X petit a Y de fréquence X grand A Y de fréquence P, alors que X petit a Y de fréquence Q. Lorsque les fréquences alléliques sont les mêmes chez les mâles et les femelles, la loi de Hardy-Weinberg s'applique au sexe homogamétique, c'est-à-dire les femelles. F de XA est égal à P carré, et F de XA petit a c'est 2PQ, F de petit a c'est Q carré. Alors que les fréquences génotypiques dans le sexe hétérogamétique, c'est-à-dire le mâle, sont directement déduites des fréquences alléliques. C'est très simple. Puisqu'il a un seul allèle, donc la fréquence des génotypes est égale à la fréquence des phénotypes est égale à la fréquence allélique. Donc F2 X grand AY comme génotype est égal à la fréquence de l'allèle est égal à P. Dans le cas B, c'est-à-dire les fréquences alléliques sont différentes. P est différente de PR et QM est différente de QR. Étant donné que les mâles reçoivent leur chromosome X de leur mère, la fréquence allélique chez les mâles à la génération T, c'est-à-dire la génération suivante, est égale à la fréquence chez les femelles à la génération précédente T-1. Fréquence de grand A est égale à PM, T, c'est-à-dire la génération T, est égale à PF de la génération précédente. F de A, c'est-à-dire QM, est égal à QF de la génération précédente. Étant donné que les femelles reçoivent un chromosome X de leur mère et un autre de leur père, la fréquence allélique chez les femelles à la génération T, c'est-à-dire suivante, correspondra à la moyenne des fréquences alléliques des deux sexes à la génération T-1. C'est-à-dire, F de A est égal à PFT, c'est-à-dire la génération suivante, est égal à PM, c'est-à-dire masculin, de la génération précédente, plus PF de la génération précédente, divisé par 2. De même pour F de A. Dans l'ensemble de la population, les fréquences globales sont obtenues en calculant les moyens des fréquences dans chaque sexe. Dans chaque sexe pondéré par leur contribution relative, soit 1/3 pour les mâles et 2/3 pour les femelles. C'est-à-dire le mâle a seulement un seul X et les femelles ont 2 X. Donc la somme c'est 3. Donc le mâle contribue avec 1/3, c'est-à-dire 1 X sur 3, et la femelle contribue par 2/3, c'est-à-dire 2 chromosomes X sur 3. Ainsi, les fréquences globales dans la population, F de A, c'est-à-dire P, est égal à 2/3 de PF plus 1/3 de PM. F de petit a est égal à Q est égal à 2/3 de QF plus 1/3 de QM. C, dans le cas où l'effectif n'est pas égal. La pondération tient compte du nombre des mâles NM et le nombre de femelles NF. Les deux sexes ont des contributions génétiques différentes et s'ils sont en sexe ratio équilibré, autant de mâles produits que de femelles à chaque génération, le sexe homogamétique détient pour les gènes concernés les 2/3 des poules génétiques de la population, tandis que le sexe hétérogamétique n'en détient que seulement 1/3. Alors maintenant, là, on va avoir un problème, c'est-à-dire de calcul, et on va bien sûr faire très attention, parce qu'on va parler de la contribution gamétique, ainsi que le nombre d'individus. Donc F de A est égal à P, est égal à 2 fois le nombre des féminins, le nombre de femelles, fois leur fréquence, c'est-à-dire la fréquence PF, plus le nombre de mâles, fois la fréquence de PM, et le tout divisé par la somme des individus mâles et femelles. Pour les mâles, on a seulement 1, c'est-à-dire parce qu'ils présentent un seul X, un seul allèle, alors que les femelles on multiplie par 2 parce qu'ils présentent 2 X, c'est-à-dire 2
allèle, ainsi que pour F de A. Si on veut compléter le tableau, donc d'après ces données qu'on a bien sûr compris, on peut compléter le tableau. On a les femelles, on a les mâles, on a bien sûr le phénotype, le génotype, les fréquences, ainsi que pour les maladies récessives et pour les maladies dominantes. Donc si on voit pour le phénotype, alors F de A, elle est saine. F de petit a, elle est malade. C'est-à-dire si la maladie est récessive. Le mâle aussi, grand A, il est sain, petit a, il est malade. Seulement, pour le mâle, il a seulement 2 allèles. Enfin, seulement, il a 2 génotypes. F de X grand A Y ou X petit a Y. Et ainsi, on peut avoir comme phénotype P et Q. Par contre, pour la femelle, celle qui est saine, il a 2 génotypes X grand A, X grand A, X grand A petit a. Et il peut être P carré plus 2 PQ. Alors que l'individu malade, il a seulement un seul génotype de fréquence Q carré. Si on compare les deux malades, mâle et femelle, on constate que la femelle, elle est moins atteinte que l'homme. Si on présente Q est égal à 0,2, la femelle sera 0,04. Donc la femelle, elle est moins atteinte par les maladies récessives que les mâles. Par contre, pour les maladies dominantes, on a toujours P carré plus 2PQ pour le phénotype dominant. Le phénotype récessif sain, X petit a, donc Q carré, et ainsi pour le mâle. Donc si on compare aussi les deux cas de malade, c'est-à-dire mâle malade et femelle malade, on constate que pour le mâle, on a seulement un seul P, alors que pour la femelle, on a P carré plus 2PQ. Donc, lorsque les maladies sont dominantes, les femelles sont plus atteintes que l'homme, que les mâles. Dans le cas de maladies récessives, on constate que la fréquence des femelles malades est inférieure à celle des mâles. D'où on déduit que les femelles sont moins touchées que les mâles, dans le cas de maladies récessives. Dans le cas de maladies dominantes, on constate que la fréquence des femelles malades est supérieure à celle des mâles, d'où on déduit que les femelles sont plus touchées que les mâles. Comme remarque, dans le cas de gènes liés au sexe, c'est-à-dire portés par le chromosome X, on pratique pour obtenir la fréquence allylique de la population d'un locus A petit a, il suffit de calculer les fréquences chez le sexe hétérogamétique du fait de la simplicité. Il suffit de calculer les fréquences chez le sexe hétérogamétique du fait de la simplicité des calculs. En effet, la fréquence de l'allèle A correspond à la fréquence des individus X, A, Y, c'est-à-dire la fréquence D de l'allèle est égale P est égale à la fréquence des génotypes, est égale à la fréquence des phénotypes. De même pour petit a. Les fréquences génotypiques dans chacun des cas, dans chacun des deux sexes, pour une population à l'équilibre, sera facilement représentée. Comment savoir si une population est à l'équilibre d'après Hardy-Weinberg? Une question centrale est de savoir si la loi de Hardy-Weinberg établie pour une population théorique idéale s'applique également aux populations naturelles. Lors d'un croisement, si les effectifs phénotypiques observés sont égaux aux effectifs attendus, la population est en équilibre. Hardy-Weinberg ne sont pas égaux, s'ils ne sont pas égaux aux effectifs attendus, la population n'est pas en équilibre. Hardy-Weinberg. Si l'écart n'est pas trop grand, on fait un test d'hypothèse statistique appelé test de Kide, de Pearson, noté Kide, test d'équilibre de Hardy-Weinberg, qu'on appelle aussi test de conformité d'une population. Ce test d'équilibre permet de savoir si une population donnée obéit à la loi de Hardy-Weinberg et d'évaluer l'écart entre les effectifs théoriques et les effectifs attendus. Pour effectuer le test de Kide, on écrit toutes les hypothèses possibles. On a deux. L'hypothèse H0, la population étudiée obéit à la loi de Hardy-Weinberg, on est à l'équilibre. Si l'hypothèse H1, la population étudiée n'est pas à l'équilibre, donc, c'est-à-dire la population n'est pas en équilibre et l'hypothèse, elle est fausse.
Le principe des tests peut être résumé en 3 étapes. La première étape, échantillonnage d'une population, dénombrement des effectifs génotypiques réels possibles grâce à la codominance, et calcul des fréquences alléliques réelles parmi les n individus échantillonnés, soit P est égal à F de A et Q est égal à F de petit a. Donc tout ça, on l'a vu dernièrement et on sait ce que c'est. Calcul des effectifs génotypiques attendus, théoriques, dans une population théorique idéale qui aurait le même effectif et les mêmes fréquences alléliques que la population étudiée, soit n, c'est-à-dire le nombre de AA est égal à P carré fois n. Le nombre de A petit a, c'est 2PQ fois n. Et le nombre de petit a, c'est Q carré fois n. C'est-à-dire on multiplie la fréquence génotypique fois le total de la population pour calculer, bien sûr, théoriquement, pour calculer la fréquence théorique de phénotype petit a. Puis on fait la comparaison. Donc comparaison des effectifs observés et des effectifs attendus. Observés, c'est ce qu'on a bien sûr dans l'exercice. Et attendu, c'est bien sûr ce qu'on a calculé ici. Comparaison des deux distributions expérimentales et théoriques par un test statistique de Ki2, qui nécessite le calcul de la distance Ki2 permettant de tester l'hypothèse d'égalité entre les distributions observées, c'est-à-dire les données de l'exercice, et la distribution théorique, l'hypothèse H0, c'est-à-dire qu'on a calculé ici. Ki2 calculé, c'est ça la formule pour calculer. Donc on voit bien sûr pour chaque génotype, c'est-à-dire l'effectif qu'on a d'après l'exercice et l'effectif qu'on a calculé. Le tout multiplié par 2 est divisé par c'est-à-dire l'effectif théorique. Et on fait la somme et on va voir une valeur. Par exemple ici on a 0,081. Donc Ki2 calculé est égal à la somme de EI, OI moins CI, le tout au carré sur CI. OI, c'est-à-dire les valeurs observées, moins les valeurs calculées, divisé par les valeurs calculées. OI, effectif observé d'un phénotype donné, et CI, effectif théorique d'un phénotype donné. La somme des effectifs. La somme est effectuée sur tous les génotypes. Et la valeur Ki2 calculée est comparée à une valeur de seuil Ki2, seuil à une valeur seuil Ki2 ou Ki2 théorique. Ki2 théorique, voilà, lu dans un tableau en fonction de 2 paramètres. Un paramètre nommé alpha qui est un risque alpha choisi par l'utilisateur qui est toujours en général 0,05 ou 5%, et un nombre de degrés de liberté, DDL, est égal à la différence entre le nombre de génotypes et le nombre d'allèles du système génétique étudié. Par exemple, ici, dans ce cas-là, on a combien de génotypes? On a 3. 1, 2, 3. Et combien d'allèles? On a seulement 2. Donc 3 moins 2 est égal à 1. Donc DDL est égal à 1. Si Ki2 calculé est inférieur à Ki2 théorique, c'est-à-dire la valeur qu'on a ici, 0,081. On la compare avec une valeur qu'on va chercher dans ce tableau-là. On a alpha et on a DDL. Alpha 0,05 et DDL est égal à 1. Donc on a la valeur, là voilà, c'est 3,84. Donc on compare 3,84 avec 0,081. Si Ki2 calculé est inférieur, comme dans ce cas-là, à Ki2 théorique, sous seuil, c'est-à-dire si Ki2 calculé est inférieur à Ki2 théorique, H0 est accepté et on conclut que la population suit la loi de Hardy-Weinberg et que la population elle est en équilibre. Si Ki2 calculé est supérieur, c'est-à-dire cette valeur-là qu'on a ici est supérieure à 3,84. L'hypothèse H0 est rejetée et on conclut que la population ne suit pas la loi de Hardy-Weinberg et qu'il n'est pas en équilibre. Conclusion. Dans la plupart des cas, le modèle de Hardy-Weinberg constitue un bon descripteur
de la structure génétique des populations naturelles, car l'hypothèse de panmixie est souvent respectée alors que les effets de mutation, migration, sélection ne sont pas assez forts pour faire diverger les fréquences génotypiques des proportions du modèle de Hardy-Weinberg. Que l'on soit ou non sous Hardy-Weinberg, c'est-à-dire la population est en équilibre, les fréquences génotypiques D, H et R permettent de calculer les fréquences alléliques P et Q par des formules bien simples. P est égal à D plus 1 demi H, alors que Q est égal à R plus 1 demi H. Par contre, si et seulement si l'on est sous HW, c'est-à-dire sous l'équilibre Hardy-Weinberg, on peut calculer les fréquences génotypiques à partir des fréquences alléliques par D est égal à P carré, H est égal à 2PQ et R est égal à Q carré. Un bébé sur 25 600 souffre de phénylcétonurie au Québec, une maladie récessive P. Supposons que la population du Québec présente l'équilibre de Hardy-Weinberg. Calculez les fréquences génotypiques et alléliques. Combien de personnes sont porteuses de la maladie? Donc vous avez pas mal d'outils pour répondre à ces questions. Essayez de répondre seulement. Essayez de répondre tout seul et on verra la correction après. On sait que la fréquence génotypique PP est égale à P carré. P petit p de PQ et P petit p Q carré, l'ensemble est égal à 1. Donc la fréquence des homozygotes récessifs PP est égale à 1 sur 25 600. Donc la fréquence de P, enfin la fréquence de Q, est égale à 0,00039. Donc la fréquence des gènes récessifs Q est racine carrée de cette valeur-là, d'où 0,062. Donc la fréquence des génotypes dominants P est 1 moins Q est égal à 1 moins cette valeur-là est égal à 0,89. Ainsi, on a calculé la valeur, la fréquence de Q, c'est-à-dire le récessif, et la fréquence de P, c'est-à-dire le dominant. Combien de personnes sont porteuses de la maladie? On sait que les porteuses, dans le cas de gènes dominants, sont bien sûr hétérozygotes. Hétérozygote, c'est 2PQ. Donc, combien de personnes seront porteuses? On doit bien sûr multiplier cette valeur à 2PQ. Donc la fréquence des hétérozygotes est F de PP est égal à 2PQ, donc est égal à 2 fois les valeurs de P fois Q est égal à ça. Donc 124 personnes sur 10 000 seront porteuses de la maladie du Québec. C'est-à-dire si on multiplie cette valeur par 10 000, on va avoir 124 personnes sur 10 000 seront porteuses de cette maladie. Numéro 2. Dans une population, on a trouvé un enfant parmi 30 dans une population, on a trouvé un enfant parmi 33 000 atteint de la mucoviscidose, maladie héréditaire récessive autosomale. Donc on voit ici qu'elle est héréditaire, récessive et autosomale. Donnez les génotypes possibles des personnes saines et atteintes. Calculez la fréquence des personnes atteintes, calculez la fréquence des sains hétérozygotes. Prenez un peu de temps pour réfléchir et répondre aux questions. Pense. En supposant que cette population est en équilibre, les génotypes possibles et leurs fréquences seront donc les sains NN, NM, P carré de PQ et les malades donc MM donc seront Q carré. Pour les calculs, les personnes atteintes dans la population F de MM est égal à F de M, c'est-à-dire la fréquence génotypique est égale à la fréquence phénotypique est égale à Q carré. Donc F de MM est égal à Q carré est égal à 1 sur 3000. Donc c'est 3,3 10 à la puissance moins 4.
Donc Q est égal à la racine de ça. Donc le Q est égal à la racine, cette valeur-là est égale à 0,018. Puisqu'on sait que P plus Q est égal à 1, donc P est égal à 1 moins 0,018 est égal à 0,98. Calcule la fréquence des seins hétérozygotes, bien sûr c'est toujours 2PQ. Donc la fréquence des hétérozygotes, 2PQ, donc on multiplie 2 fois P fois Q qu'on a calculé ici. Et ainsi on peut trouver que les hétérozygotes présentent 3,5% de la population étudiée. Une série pluriallélique gouverne la coloration du pelage chez le lapin. C entièrement coloré, CH émalien et petit c albinos, avec la relation de dominance, C domine CH et le tout domine petit c. Et les fréquences respectives P, Q et R. Donc ici on a un cas de triallélique. Un échantillon d'une population de lapins, à l'équilibre bien sûr, contient 168 individus entièrement colorés, donc grand C, 30 émaliens, donc CH, et 2 albinos, donc petit c, petit c. Calculer les fréquences P, Q et R. Donc comme on avait dans le cas du groupe sanguin ABO, on peut faire la même chose de calcul. Cas de 3 allèles avec dominance, on a seulement 3 phénotypes pour 6 génotypes. Donc les phénotypes, on a grand C, grand CH et petit c. Pour celui-là, puisqu'il est le seul dominant, il peut être grand C ou grand C CH ou grand C petit c. Voilà. Donc il peut avoir P carré, 2PQ ou 2PR. Pour CH, puisqu'il est dominant sur C, il peut être grand CH ou grand CH petit c. Il peut être, dans ce cas, Q carré et 2QR. Alors que petit c, la fréquence des phénotypes et la fréquence des génotypes est égale à R carré. Donc la fréquence phénotypique est égale à R carré qu'on a ici. Donc le calcul de la fréquence de l'allèle R, c'est le plus simple. Donc R, on a seulement 2 albinos. Le total c'est 200, je pense. Calcul de la fréquence de l'allèle R à partir de la fréquence du génotype petit c qui est égal à la fréquence du phénotype. Donc f de c est égal à f de c petit c, donc 2 sur 200 est égal à R carré. Donc R est égal à la racine de 1 sur 100 est égal à 1 sur 10, donc R est égal à 0,1. Si on calcule la fréquence de l'allèle Q, en prenant le cas de FCH plus F de C. F de CH, on a Q carré plus 2QR. Donc F de CH comme fréquence, donc c'est 30 émaléen sur 200, plus 2 sur 200 est égal à Q plus R, donc QR est égal à la racine de tout ça. Donc on peut aboutir à que Q est égal à 0,3. Puisqu'on a R 0,1 et Q est égal à 0,3, donc P est égal à 1 moins la somme de ces deux-là. Donc ce sera 0,6. Le daltonisme, il existe plusieurs daltonismes selon l'expression différente du gène. Ce gène est porté que par le chromosome X. Chez les hommes atteints, il est sur l'unique X, et chez les femelles atteintes, il est sur les deux X. C'est-à-dire, il est récessif. Des études chez une population ont montré que la fréquence de l'allèle responsable de cette maladie est de 0,1. Calculer la fréquence des personnes atteintes, mâles et femelles, et que peut-on déduire? Calcul de la fréquence des hommes atteints du génotype X petit d Y. Le mâle ne possède qu'un seul chromosome X, donc F de X et dy. F de X dy est égal à F de FD, c'est-à-dire son phénotype, est égal à la fréquence de l'allèle, donc est égal à Q, est égal à 0,1, donc 1 sur 10. Les femelles possèdent 2 X, 2 chromosomes X, donc une femelle atteinte sera du génotype X petit d, donc sera Q carré, donc 0,1 fois au carré, donc c'est 0,01 ou 1 sur 100. Pour une maladie récessive et liée au sexe, les hommes seront plus atteints que les femmes.
plus la fréquence de l'allèle est rare, plus la différence des rapports homme-femme augmente, et ce sont les hommes qui sont les plus facilement atteints. Chez l'homme, le groupe sanguin Mn est déterminé par un gène à deux allèles condominants M et N. Une étude pourtant sur 730 aborigènes australiens a donné les résultats suivants: 22 mm, 216 mn et 482 N. Calculer les fréquences P et Q des allèles M et N. Calculer les effectifs théoriques attendus des différentes catégories génotypiques. Cette population est-elle en équilibre? Donc, prenez votre temps pour répondre. On se verra après. Alors, si on calcule les fréquences P et Q d'après les données qu'on a. Donc, pour l'allèle M, f de M est égal à P, est égal à 22 plus 1 demi fois 216. C'est-à-dire, si on fait la somme, on a 400, 200, 400 et 200, 600, 730. Donc, 22 mm plus 1 demi 216. Le tout sur 730, donc c'est 0,178. De même, on peut faire un moins ça pour trouver la valeur, ou bien sûr faire les calculs comme dans celle-ci. Calculer les effectifs théoriques attendus. Ceux-là sont observés et on me demande de faire ou de calculer ce qu'on peut attendre. Donc, calculer. Donc, pour faire l'effectif calculé, c'est-à-dire l'effectif théorique qu'on peut attendre, on multiplie la fréquence du génotype fois le total. Donc, P carré. Donc, on a P 0,178, le tout au carré, multiplié par 730. Et on trouve 23,1. Pour les MN, on a 213,6. Pour les NN, on a 493,2. Si on compare ces valeurs calculées avec les valeurs observées qu'on a ici, 493 proche de 492, 213 proche de 216, 23 elle est proche de 22. Donc on peut dire que cette population elle est en équilibre. Sinon, on peut faire le test de Ki2. Donc le test de Ki2, c'est la somme des valeurs, c'est-à-dire l'effectif observé moins l'effectif calculé, le tout au carré sur l'effectif calculé. On trouve 0,083. Si alpha est égal à 0,5 et DDL est égal à 3, est égal à 1. Pour 1 comme degré de liberté, la valeur de Ki2 calculée est très inférieure à la valeur de seuil, c'est-à-dire 3,8. On conclut qu'il n'y a pas de différence significative entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. On admet que la population d'aborigènes australiens est à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Voyez, donc soit vous comparez les valeurs calculées avec les valeurs données. S'il n'y a pas une grande différence, on peut dire que la population elle est équilibrée. Si on a un doute, bien sûr, on peut faire ce qu'on appelle le test de Ki2. Allez, à la prochaine vidéo pour continuer le cours de la génétique des populations concernant l'évolution des êtres vivants. On va voir les facteurs et leurs actions.